Imaginez un système conçu pour vous protéger, mais qui s'effondre au moment crucial, vous laissant seul face à l'horreur. Aujourd'hui, sur Trace Perdu, nous analysons 3 affaires qui ont secoué l'Amérique du Nord par leur brutalité et leurs failles impardonnables. Les dossiers de Madison Brooks, d'Adam Strong et de Denise Amberly. 3 tragédies liées par un fil conducteur invisible, des erreurs administratives catastrophiques et des victimes qui, par leur incroyable résilience, ont forcé la justice à se manifester depuis l'au-delà. Nous allons voir comment des zones grises juridiques, des prédateurs cachés à la vue de tous et des défaillances technologiques ont redéfini la sécurité publique en ce début de décennie. Avant de plonger dans ces récits de courage et de défaillance systémique, prenez un instant pour vous abonner et liker cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à porter ces voix et à explorer les recoins les plus sombres de la justice. Voici l'architecture de l'échec et la quête acharnée de la vérité. Pour comprendre la tragédie de Madison Brooks, il faut d'abord s'imprégner de l'atmosphère de Bâton Rouge, en Louisiane. C'est une ville où le rythme cardiaque est dicté par la Louisiana State University, une institution qui incarne l'excellence académique et la ferveur sportive du Sud profond. Madison Kennedy Brooks, 19 ans, était la définition même de cette promesse de réussite. Étudiante à la Manship School of Mass Communication et membre de la sororité Phi Mu, elle évoluait dans un environnement qui, en apparence, offrait une sécurité absolue par le nombre et l'appartenance à une élite sociale. Originaire de Covington, élevée dans une famille aimante et impliquée dans des organisations chrétiennes, rien ne la prédestinait à devenir le visage d'une défaillance systémique majeure. Pourtant, à l'ombre des colonnes de l'université se trouve un écosystème bien différent, le quartier de Tigerland. C'est un enchevêtrement de bars et de boîtes de nuit où la culture universitaire bascule dans l'excès. Le Regis Bar, épicentre de ce dossier, n'était pas un établissement sans histoire. Avant cette nuit fatidique de janvier 2023, il avait déjà fait l'objet de multiples avertissements pour service d'alcool à des mineurs et pour des incidents de violence. Tigerland fonctionne sur un accord tacite de négligence, une zone où l'on ferme les yeux sur l'ivresse extrême tant que les profits sont au rendez-vous. C'est dans ce théâtre d'ombre que Madison entre le 14 janvier 2023, ignorant que les mécanismes de protection sociale et légale autour d'elle étaient déjà en train de céder. La reconstruction minutieuse de cette nuit, basée sur les caméras de surveillance et les dockets judiciaires, révèle une descente aux enfers chronométrée. Madison arrive au bar vers 22 heures. Malgré ses 19 ans, elle est servie copieusement, sans entrave. Vers minuit 30, son état physique commence à trahir une intoxication sévère. Les témoins la décrivent titubante, ses capacités motrices s'effondrent. À 1 heure du matin, elle tombe lourdement à l'intérieur de l'établissement, incapable de se relever sans l'aide de parfaits étrangers. C'est alors que le piège se referme. 4 hommes convergent vers elle. Kyvon Washington, 18 ans, Desmond Carter, 17 ans, Cassen Carver, 18 ans, et Everett Lee, 28 ans. La vulnérabilité de Madison est totale. Son discernement est aboli par une dose massive d'alcool. À 1h55, les caméras capturent son départ. Elle suit ces 4 individus vers leur véhicule. Ses pas sont incertains, son corps semble flotter dans un état de déconnexion sensorielle. Cassen Carver prend le volant. Everett Lee s'installe à l'avant, tandis que Madison est placée sur la banquette arrière, encadrée par Washington et Carter. Le véhicule s'éloigne dans l'obscurité, quittant la zone surveillée de Tigerland pour s'enfoncer vers le lotissement de Pelican Lakes. Ce qui se passe durant les 30 minutes suivantes constitue le cœur de l'accusation de viol au 3e degré. Selon les lois de Louisiane, le viol est constitué dès lors que la victime est incapable de résister ou de comprendre la nature de l'acte en raison d'une stupeur produite par un agent intoxicant. La réalité biologique de Madison, révélée plus tard par la toxicologie, est sans appel. Son taux d'alcoolémie est de 0,319%. À ce niveau, la médecine légale explique que le cerveau est proche de l'état comateux. Toute notion de consentement verbal est une illusion neurologique, car la capacité de former une intention est physiquement impossible. Pourtant, la défense tentera de s'appuyer sur des fragments de phrases qu'elle aurait prononcés pour plaider la légitimité des actes sexuels survenus à l'arrière de la voiture. Vers 2h50,
Madison est déposée, ou plutôt éjectée du véhicule, dans une zone sombre et isolée de Burbank Drive. Désorientée, incapable de se situer dans l'espace, elle erre sur la chaussée. C'est là qu'un chauffeur de VTC, incapable de l'éviter dans le noir total, la percute. Madison Brooks meurt peu après, mais l'enquête va rapidement démontrer que sa mort n'est que la conclusion tragique d'un acte criminel prémédité par opportunisme. Le profil des suspects va alourdir considérablement le dossier. Kyvon Washington, loin d'être un étudiant ayant fait une erreur de jugement, est suspecté d'être un prédateur sériel. En 2025, les révélations s'accumulent. Il est lié par l'ADN et des témoignages à 2 autres cas de viol survenus en 2020 et 2022. Madison Brooks n'était pas un accident de parcours, mais une proie choisie dans un schéma de prédation habituel. Desmond Carter, bien que mineur au moment des faits, sera inculpé comme un adulte pour viol au 1er degré, un signe de la sévérité avec laquelle l'État perçoit désormais l'attaque. Kazen Carver, le conducteur, choisira une stratégie risquée en demandant un procès sans jury, pariant sur la froideur d'un juge plutôt que sur l'émotion d'un jury citoyen. Enfin, Everett Lee, l'homme de 28 ans présent dans la voiture, incarne l'échec moral absolu du témoin passif, son statut de principal dans l'affaire soulignant que le silence face au crime est une forme de complicité légale. L'affaire Madison Brooks va cependant se heurter à un obstacle inattendu, une crise judiciaire majeure au sein de la 19e juridiction. La juge Gail Horn Ray, initialement en charge du dossier, va devenir le centre d'une polémique nationale. En 2024, elle prend une décision stupéfiante en annulant la condamnation pour viol d'un homme jugé en 1972, un remède juridique que même les avocats de la défense n'avaient pas osé demander. La Cour suprême de Louisiane devra intervenir pour dénoncer un abus de discrétion flagrant. Pour la famille de Madison, c'est un signal d'alarme. L'accusation finit par demander la récusation de la juge, craignant un biais systématique en faveur des suspects de crimes sexuels. Ce bras de fer procédural va geler l'affaire pendant des mois, prolongeant le calvaire des proches de la victime. Ce n'est qu'en novembre 2025 que la juge Ray sera officiellement dessaisie, ouvrant enfin la voie au procès de Carver et Washington. Pendant que la procédure s'enlisait, la défense a déployé une stratégie dite de la terre brûlée, s'attaquant violemment à la moralité de Madison Brooks. Les avocats ont tenté d'introduire des éléments de sa vie privée, notamment des rapports sexuels consensuels ayant eu lieu la veille du drame, pour expliquer ses blessures physiques et discréditer sa réputation. C'est une tactique classique visant à transformer la victime en accusée. Mais en octobre 2025, la Cour suprême de Louisiane rend un arrêt historique. Elle confirme la protection de la loi dite Rap Shield, interdisant l'utilisation du passé sexuel d'une victime pour juger d'un crime spécifique. C'est une victoire monumentale pour les droits des victimes. Madison Brooks, bien que disparue, commence à changer le paysage législatif de son État. Son cas rappelle avec une brutalité nécessaire que l'ivresse n'est pas une circonstance atténuante pour le suspect, mais une preuve d'incapacité pour la victime. Le procès qui s'ouvre à l'aube de 2026 ne sera pas seulement celui de 4 hommes, mais celui d'une culture de l'indifférence qui a permis à un prédateur de circuler librement et à une jeune femme de mourir seule sur une route sombre, trahie par ceux qui auraient dû la protéger. La justice avance lentement, mais les preuves numériques et biologiques accumulées assurent que Madison Brooks ne sera pas une simple statistique, mais le point de départ d'une réforme profonde du système pénal louisianais. Alors que la Louisiane se débat avec ses fantômes judiciaires, une autre ombre plus froide et plus méthodique s'étendait sur la ville d'Oshawa, en Ontario. Si l'affaire Brooks a mis en lumière les failles d'une nuit chaotique, l'histoire d'Adam Strong est celle d'un prédateur qui a réussi l'impossible, vivre et tuer dans le silence le plus total, à l'ombre même du pouvoir. Pour comprendre l'ampleur de ce dossier, il faut visualiser la rue Macmillan Drive. C'est une rue banale du centre-ville d'Oshawa, mais elle possède une particularité glaçante. Elle se situe à un jet de pierre du quartier général de la police régionale de Durham. C'est ici, dans un appartement en sous-sol, qu'Adam Strong a opéré pendant près d'une décennie. Il était l'homme invisible, un individu décrit par ses voisins comme un marginal excentrique, un solitaire un peu étrange mais inoffensif.
Pourtant, derrière la porte de ce logement modeste, Strong transformait son espace de vie en un véritable abattoir humain, dissimulant des crimes atroces à quelques mètres seulement des détectives qui cherchaient désespérément ses victimes. Ce cas ne met pas seulement en lumière la perversité d'un homme, mais aussi la persévérance incroyable de la science forensique qui, là où les méthodes traditionnelles avaient échoué, a fini par extraire la vérité des recoins les plus sombres de la tuyauterie d'un immeuble. La première trace de ce parcours criminel remonte à l'année 2008 avec la disparition de Candice Fitzpatrick. À l'époque, Candice a 19 ans. C'est une jeune femme vulnérable, luttant contre des problèmes de toxicomanie, une faille qu'Adam Strong a su exploiter avec une précision chirurgicale. Pendant des années, sa disparition a été classée dans la catégorie des dossiers dits de mode de vie. Le système a supposé qu'elle s'était simplement volatilisée, qu'elle était partie ou qu'elle avait succombé à ses démons personnels. Mais son père, Bill Fitzpatrick, n'a jamais accepté cette version. Pendant 10 ans, il a arpenté les rues, géré une page Facebook dédiée à sa recherche, ignorant que sa fille était en réalité enterrée à quelques kilomètres de lui. Le silence autour de Candice a permis à Adam Strong de continuer à vivre sa vie, renforçant son sentiment d'impunité. Il a fallu attendre 9 ans pour qu'une deuxième jeune femme croise sa route. Rory H., 18 ans, était enceinte et tentait de stabiliser son existence lorsqu'elle a disparu en août 2017. Contrairement à 2008, la réaction a été immédiate et intense. Lorsque son torse a été découvert dans le port d'Oshawa par un pêcheur en septembre de la même année, la ville a basculé dans la terreur. Les membres et la tête manquaient, laissant la famille dans une horreur suspendue, incapable de faire son deuil. Le dénouement de cette enquête ne viendra pas d'une filature ou d'un informateur, mais d'une découverte banale et pourtant traumatisante. Le 29 décembre 2017, 2 plombiers, Jeremiah Wildebohr et son collègue, sont appelés dans l'immeuble de Strong pour un problème de canalisation bouchée. En utilisant un furet pour dégager le conduit, ils ramènent à la surface une substance charnue, une masse de 13 à 14 pouces de long. L'instinct de ces travailleurs leur hurle immédiatement que ce qu'ils voient n'est pas un bouchon ordinaire, c'est de la chair humaine. Lorsque la police arrive sur place et confronte Adam Strong, l'arrogance du prédateur reprend le dessus. Avec un calme déconcertant, il lâche cette phrase qui restera gravée dans les annales judiciaires canadiennes. « D'accord, vous m'avez eu. La partie est finie. C'est un corps. Si vous voulez récupérer le reste, c'est dans mon congélateur. » Les enquêteurs pénètrent alors dans ce que l'on appellera plus tard la maison de l'horreur. La perquisition révèle un environnement de massacre méticuleusement nettoyé, mais saturé de preuves biologiques. Le congélateur contient effectivement la tête et les membres de Rory H., conservés dans des sacs poubelles. Malgré les efforts de Strong pour effacer ces traces, la technologie du luminol fait apparaître une réalité terrifiante. Des éclaboussures de sang massives tapissent les murs et les plafonds de la chambre, témoignant d'une violence extrême. Un dispositif de bondage est retrouvé contenant l'ADN de Rory, prouvant qu'elle a été séquestrée et torturée avant d'être assassinée. Mais c'est un simple couteau de chasse qui va permettre de relier le passé au présent. En analysant les traces de sang microscopiques sur la lame, les techniciens identifient le profil génétique de Candice Fitzpatrick, disparue 10 ans plus tôt. Les preuves numériques viennent compléter le tableau. L'historique Google de Strong révèle des recherches sur les taux de décomposition, sur la manière de vider un corps de son sang et sur l'utilisation de terre de diatomée pour masquer les odeurs de putréfaction. Tout était planifié. Chaque meurtre était une expérience macabre de gestion de la mort. Le procès qui s'est tenu entre 2020 et 2021 sous la direction du juge Joseph DiLuca a mis en lumière les subtilités complexes du droit canadien. Strong, par le biais de ses avocats, a tenté une défense audacieuse. Admettre le dépeçage, qui était indéniable, mais nier le meurtre en prétendant que les 2 femmes étaient décédées d'overdoses accidentelles et qu'il avait paniqué. Le verdict rendu en mars 2021 a été un mélange de soulagement et d'amertume pour les familles. Pour Rory H., Strong a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré. Le juge a statué que le meurtre avait été commis au cours d'une agression sexuelle, ce qui, au Canada, élève automatiquement l'acte au 1er degré. En revanche,
Pour Candice Fitzpatrick, le verdict est tombé sur l'homicide involontaire. En l'absence de corps à l'époque du procès, il était impossible de prouver, hors de tout doute raisonnable, l'intention de tuer ou le mécanisme exact de la mort. Bien que Strong ait été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, la famille Fitzpatrick restait avec un vide béant. C'est alors qu'un dernier rebondissement survient en 2021. Adam Strong, désormais prisonnier fédéral, choisit de rompre le silence. Pour des raisons qui lui appartiennent, peut-être un besoin ultime de contrôle ou une négociation de privilèges carcéraux, il conduit les enquêteurs dans une clairière isolée d'Oshawa. En février 2022, l'ADN confirme que les restes retrouvés appartiennent bien à Candice Fitzpatrick. Après 14 ans d'incertitude, Bill Fitzpatrick a enfin pu offrir une sépulture à sa fille. Ce cas est devenu un précédent majeur dans le droit canadien sur l'utilisation de la conduite après l'infraction, le dépsage et la dissimulation, comme preuve de la conscience de culpabilité. En 2025, Adam Strong croupit toujours en cellule, ses appels ayant été rejetés. Il reste le symbole d'un prédateur qui pensait être plus malin que le système, mais qui a été trahi par les traces biologiques les plus infimes. Son histoire rappelle que la science peut parfois parler pour ceux qui ne le peuvent plus. Mais alors que le Canada fermait ce chapitre sanglant, une autre défaillance, cette fois-ci technologique et humaine, se jouait en Floride, où une jeune mère de famille allait tenter désespérément d'utiliser le système d'urgence pour sauver sa propre vie, sans savoir que ce système allait la trahir de la manière la plus cruelle qui soit. Si l'affaire Madison Brooks nous a exposé les failles de la responsabilité sociale et celle d'Adam Strong les profondeurs de la perversion humaine, le dossier de Denise Amber Lee constitue l'acte d'accusation le plus cinglant jamais porté contre l'infrastructure même de nos services d'urgence. C'est une histoire où le système n'a pas seulement échoué une fois, mais a trébuché à 5 reprises, transformant une opération de sauvetage possible en une tragédie évitable. Nous sommes le 17 janvier 2008, à Northport, en Floride. Denise Amber Lee, une jeune mère de 21 ans, s'occupe de ses 2 jeunes enfants, Noah et Adam. Elle est la fille d'un sergent du shérif du comté de Charlotte, une femme qui connaît l'importance des forces de l'ordre et qui a grandi avec un profond respect pour les institutions. Ce jour-là, alors qu'elle est seule chez elle, sa vie bascule dans l'horreur lorsqu'un intrus, Michael King, pénètre dans sa demeure par une porte restée déverrouillée. King est un homme dont la vie s'effondre, un plombier au chômage dont le discernement a laissé place à une pulsion prédatrice. Il maîtrise Denise, l'enlève et quitte la maison, laissant derrière lui 2 enfants en bas âge seuls dans leur berceau. Ce qui va suivre au cours des prochaines heures est une démonstration atroce de la manière dont les silos bureaucratiques, le manque de formation et les erreurs technologiques peuvent condamner une innocente, malgré les efforts héroïques de la victime elle-même. La cascade de défaillance commence vers 15h29, lorsque Nathan Lee, le mari de Denise, rentre du travail. Il découvre une maison en désordre, ses enfants seuls et sa femme disparue. Son appel au 911 déclenche immédiatement un protocole de disparition, mais à ce stade, personne ne sait encore qu'il s'agit d'un enlèvement violent. La deuxième chance de sauver Denise survient vers 17h. Michael King s'arrête chez son cousin, Harold Muxlow, pour lui emprunter une pelle, un bidon d'essence et une lampe de poche, constituant ainsi, sous les yeux de son propre parent, un véritable kit de meurtre. Denise tente de s'échapper. Ses cris de détresse déchirent le silence, mais bien que Muxlow finisse par appeler les secours, ces informations sont vagues et traitées avec un scepticisme flagrant par les répartiteurs, qui ne parviennent pas à relier cet incident à la disparition signalée à Northport. Le système commence déjà à montrer ses fissures, les informations ne circulant pas entre les différents services. C'est alors que survient l'un des moments les plus poignants de l'histoire criminelle moderne. À 18h14, Denise Amber Lee, ligotée à l'arrière du véhicule de son ravisseur, parvient par un acte de courage inouï à s'emparer du téléphone portable de King. Pendant 6 minutes et 34 secondes, elle reste en ligne avec le 911. Elle sait qu'elle ne peut pas parler directement à l'opératrice sans se faire repérer. Elle joue alors un rôle, faisant semblant de parler à King tout en hurlant des indices cruciaux pour les secours.
Elle crie qu'elle a un mari merveilleux, qu'elle veut revoir ses enfants. Elle supplie qu'on la laisse partir. Ces mots ne sont pas seulement des appels à la pitié, ce sont des balises qu'elle sème pour que les enquêteurs puissent trianguler sa position. Mais malgré la durée de l'appel, la technologie de l'époque et la gestion de la communication ne permettent pas une intervention immédiate. L'appel finit par être coupé, laissant Denise seule avec son bourreau, mais l'opportunité la plus révoltante reste à venir. À 18h30, une automobiliste nommée Jane Kowalski s'arrête à un feu rouge sur la route 41. À côté d'elle se trouve une Camaro verte, celle de Michael King. Kowalski entend des hurlements terrifiés et voit une main frapper désespérément contre la vitre arrière du véhicule. Horrifiée, elle compose immédiatement le 911. C'est ici que le système commet son erreur fatale. Le signal de Kowalski est capté par une tour située dans le comté de Charlotte, mais comme elle se trouve près de la limite du comté de Sarasota, l'information doit être transférée. La répartitrice du comté de Charlotte prend les détails, mais elle ne parvient pas à coder l'appel comme un enlèvement en cours de manière prioritaire. Pire encore, les données de localisation précises ne sont jamais transmises efficacement aux patrouilles de Northport qui recherchent activement la Camaro. Des voitures de police se trouvaient à seulement quelques kilomètres de là, immobiles, totalement ignorantes qu'un témoin oculaire venait de leur fournir la position exacte de la victime. Ce silence radio entre deux juridictions voisines a scellé le destin de Denise. Cependant, Denise Amberly ne s'est pas avouée vaincue. Comprenant que le système l'avait abandonnée, elle a décidé de devenir sa propre enquêtrice forensique alors qu'elle vivait ses derniers instants. Dans un geste de lucidité incroyable, elle a délibérément arraché des mèches de ses propres cheveux par la racine et les a enfoncées dans les crevasses des sièges de la Camaro. Elle a également retiré son alliance, une bague en forme de cœur qu'elle ne quittait jamais, pour la glisser profondément entre les coussins du véhicule. Elle transformait son propre corps et ses biens en preuves irréfutables, s'assurant que si elle ne survivait pas, son ravisseur ne pourrait jamais nier sa présence dans cette voiture. Elle a résolu son propre meurtre avant même qu'il ne soit commis. Le corps de Denise sera retrouvé 2 jours plus tard dans une tombe sommaire. Michael King, arrêté le soir même alors qu'il était couvert de boue et trempé, a été condamné à la peine de mort en 2009. En cette fin d'année 2025, il se trouve toujours dans le couloir de la mort de l'institution correctionnelle de l'Union, toutes ses options de recours ayant été épuisées, attendant une date d'exécution qui mettra un point final à son existence misérable. Mais l'héritage de Denise Amberly dépasse largement le cadre du verdict judiciaire. Sa mort a été le catalyseur d'une révolution sans précédent dans la gestion des appels d'urgence aux États-Unis. Dès 2008, la Floride a adopté la loi Denise Amberly, stipulant qu'un répartiteur du 911 doit suivre une formation de plus de 200 heures et obtenir une certification d'État. Avant cela, il fallait plus d'heures de formation pour devenir manucure que pour gérer des appels de vie ou de mort. Cette lutte pour la professionnalisation a franchi une étape historique en septembre 2025 avec le passage au Sénat du 911 Save Us Act. Cette loi fédérale reclasse enfin les répartiteurs d'urgence, passant du statut de simples employés de bureau à celui de professionnels de la sécurité publique, au même titre que les policiers ou les pompiers. Ce changement n'est pas seulement symbolique, il débloque des fonds fédéraux massifs pour la formation continue, le soutien psychologique lié au stress post-traumatique et la modernisation technologique des centres d'appel pour éviter que des erreurs de routage entre comtés ne se reproduisent. En regardant le chemin parcouru entre 2008 et 2025, on réalise que le sacrifice de Denise Amberly a sauvé des milliers de vies par procuration. Son père et son mari ont transformé leur douleur en une mission de service public, s'assurant que plus aucun appel au secours ne soit traité avec la négligence qu'ils ont connue. L'histoire de Denise, tout comme celle de Madison Brooks et d'Adam Strong, nous rappelle que la justice est une quête permanente, souvent construite sur les cendres de tragédies évitables. Ces 3 cas démontrent une évolution fascinante de la responsabilité forensique, de Denise, qui devait planter ses propres indices biologiques, à Adam Strong, trahi par les molécules de sa tuyauterie, jusqu'à Madison Brooks, dont le destin est aujourd'hui arbitré par les preuves numériques du cloud. La technologie progresse,
les lois s'endurcissent, mais au cœur de chaque dossier, c'est la résilience de la victime qui reste la lumière, guidant les enquêteurs vers la vérité. Ces femmes n'ont pas seulement subi le crime, elles l'ont combattu, forçant une société parfois indifférente à se regarder dans le miroir et à réparer ses fondations brisées. Au terme de ce voyage à travers les méandres de l'échec systémique et de la résilience humaine, une vérité brutale s'impose à nous. La justice n'est jamais un acquis, elle est un combat permanent. Les dossiers de Madison Brooks, d'Adam Strong et de Denise Amber Lee ne sont pas de simples faits divers destinés à alimenter la curiosité. Ils sont les cicatrices d'une société qui, à des moments critiques, a détourné le regard ou a laissé ses rouages se gripper. Ces trois histoires, bien que séparées par des milliers de kilomètres et des contextes juridiques différents, forment ensemble un réquisitoire contre l'indifférence et l'incompétence. Elles nous montrent que derrière chaque procédure, chaque ligne de code d'un centre d'appel ou chaque décision d'un juge, il y a des vies qui peuvent basculer dans l'ombre si la vigilance faiblit. Mais au-delà de l'effroi, ce que nous retiendrons de ces récits, c'est l'incroyable force de ces femmes qui, même privées de leur souffle, ont continué à pointer le doigt vers la vérité. En cette fin d'année 2025, le paysage de la justice criminelle porte les marques indélébiles de ces épreuves. À bâton rouge, le procès de Kazen Carver et les poursuites contre Kayvon Washington ne sont plus seulement des audiences locales. Ils sont devenus le symbole d'une lutte pour la reconnaissance de l'incapacité biologique comme limite absolue au consentement. Madison Brooks, par le biais de son sacrifice et de la bataille acharnée contre la corruption judiciaire qui a suivi, a forcé la Louisiane à sanctuariser la dignité des victimes. Le remplacement de la juge Ray et la victoire historique sur les lois de protection des victimes de viol assure que plus jamais le passé d'une jeune femme ne pourra être utilisé pour justifier la prédation. Madison n'est plus là, mais son nom est désormais synonyme d'une exigence de clarté morale dans les couloirs des tribunaux du Sud. Au Canada, le cas d'Adam Strong a laissé une leçon de persévérance forensique qui fera école pendant des décennies. La condamnation du prédateur d'Oshawa a prouvé que le silence d'un tueur ne peut rien contre la parole des molécules. Candice Fitzpatrick et Rory Ashe ne sont plus des noms sur une liste de disparus. Elles sont celles qui ont fait tomber un monstre depuis la tuyauterie d'un sous-sol. La résolution de ce dossier a forcé les forces de l'ordre à reconsidérer la manière dont elles traitent les disparitions au sein des communautés marginalisées, rappelant que chaque vie, quel que soit son parcours, mérite l'excellence de l'investigation. Adam Strong restera derrière les barreaux jusqu'à son dernier souffle, effacé de la société par la force de la science qu'il pensait pouvoir tromper. Et enfin, l'héritage de Denise Amber Lee s'incarne aujourd'hui dans chaque appel au 911 qui reçoit une réponse professionnelle et coordonnée. En septembre 2025, avec la reconnaissance fédérale des répartiteurs comme premiers intervenants, les États-Unis ont enfin admis que la voix à l'autre bout du fil est le premier maillon, souvent le plus crucial de la chaîne de survie. Denise a dû arracher ses propres cheveux et cacher sa bague pour s'assurer que son meurtrier soit confondu. Aujourd'hui, grâce à la persévérance de sa famille, le système qu'elle a tenté d'alerter est devenu plus robuste, plus intelligent et surtout plus humain. Elle n'a pas seulement résolu son propre meurtre, elle a bâti un mur de protection pour toutes les victimes à venir, transformant son agonie en un acte de salut public. Ces cas nous rappellent que la machine judiciaire est souvent construite sur les sacrifices de ceux qu'elle n'a pas su protéger à temps. C'est une pensée troublante mais nécessaire. La justice avance parfois trop lentement, parfois avec des erreurs tragiques, mais elle avance grâce à la lumière que jettent ces traces que l'on pensait perdues. Nous arrivons au terme de ce dossier spécial sur Traces perdues. Il est maintenant temps pour vous de prendre la parole. Laquelle de ces défaillances vous a le plus marqué ? Est-ce la lenteur d'un système judiciaire qui se paralyse lui-même, la capacité d'un prédateur à vivre dans l'ombre de la police ou l'échec technologique d'un service d'urgence ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car c'est aussi par le débat et la vigilance citoyenne que les systèmes s'améliorent. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce travail d'analyse vous a semblé important et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Prenez soin de vous et restez attentifs, car la vérité finit toujours par remonter à la surface.